Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. À retrouver sur Bismart TV en rediffusion à partir de 20h, en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, aujourd'hui, nous reviendrons sur le chiffre d'inflation aux États-Unis publié hier après-midi qui a généré une petite onde de choc. On va le dire comme ça quand même dans les marchés, avec Wall Street, les marchés actions américains qui ont connu leur pire séance depuis 2 ans, depuis juin 2020. Toutes les composantes du Nasdaq 100 étaient dans le rouge hier soir à la clôture. L'indice Nasdaq a chuté de 5% après la publication de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Et puis, onde de choc sur les marchés obligataires. En premier lieu, même d'abord, nous y reviendrons, mais les marchés obligataires sont en train de repricer, réévaluer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, ainsi que le taux terminal qui est vu désormais au-delà de 4% à l'issue de cette inflation qui reste très collante, gluante et qui continue de se diffuser dans l'économie américaine. Le plan d'urgence énergétique de l'Union européenne a été dévoilé ce matin par Ursula von der Leyen à l'occasion du discours sur l'état de l'Union européenne prononcé par la présidente de la Commission européenne qui confirme un certain nombre de mesures, des mesures d'urgence qui visent à limiter les prix de revente de l'électricité produite à partir d'énergie propre à 180 € le mégawattheure, la mise en place d'une contribution de crise sur les producteurs d'énergie fossile. La Commission européenne espère lever au total 140 milliards d'euros, un chiffre qui est une approximation qui sera sans doute confirmée et précisée peut-être dans les prochaines heures et les prochains jours. 140 milliards d'euros qui seront redistribués aux États pour les aider à accommoder la facture énergétique des ménages et des entreprises et flécher également de nouveaux investissements vers les énergies vertes et renouvelables. Et puis à moyen terme, la Commission européenne veut avancer sur une grande refonte du système de fixation des prix de l'énergie en Europe en cassant la domination du gaz dans la formation du prix de l'énergie électrique en Europe. Voilà pour les pistes qui ont été détaillées donc ce matin par Ursula von der Leyen. Et puis nous parlerons également stratégie d'investissement avec un focus particulier sur le marché américain au lendemain de ce chiffre d'inflation. Thierry Gill, le président de Raymond James Euro-Equity, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, ainsi que Julien Tisserand, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen. Alix, on notera après le choc hier soir sur les marchés américains, une forme de résistance pour les actions européennes à mi-séance. Oui, si la place poursuivait son repli d'hier à l'ouverture, elle apparaît désormais plus hésitante. Le marché encaisse toujours le choc provoqué par la mauvaise surprise de l'inflation américaine, ressortie plus élevée qu'attendue en août. Plus globalement, le récent rebond des places financières est mis entre parenthèses. À noter que dans ce contexte, on attend cet après-midi les prix à la production aux États-Unis. Effectivement, les marchés européens qui encaissent mieux le choc que Wall Street qui a connu une séance noire hier. Oui, une journée noire pour la place new-yorkaise. Les grands indices américains ont enregistré leur pire séance depuis juin 2020. Le S&P 500 a chuté de plus de 4%, le Nasdaq de plus de 5%. Au cours de la nuit, la secousse a même atteint les marchés asiatiques. L'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong a perdu plus de 2%, le Nikkei près de 3%. Et à la suite de l'inflation américaine se pose désormais à nouveau la question de savoir quelle sera l'ampleur de la prochaine hausse de taux de la Réserve fédérale américaine avec sa réunion des 20 et 21 septembre prochains. Mais le marché qui pariait sur une inflexion de l'inflation américaine et anticipait un pivot de la Fed a été pris à revers. Effectivement, une nouvelle hausse de 75 points de base la semaine prochaine est envisagée comme certaine. L'hypothèse d'une hausse de 100 points de base n'est pas non plus exclue. Dans ce contexte, on remarque que les taux des trésoristes grimpent. Le taux à 2 ans a atteint un plus haut depuis 2007. Voilà, et dans ce contexte, vous le disiez Alix, effectivement, c'est le compartiment technologique qui souffre le plus de ce repricing du rythme de resserrement monétaire aux États-Unis. Elle digère particulièrement mal la perspective d'une politique monétaire encore plus restrictive. C'est le cas des sociétés en forte croissance. Les géants américains de la tech n'y ont pas échappé. L'indice Feng Plus a littéralement coulé avec les chutes d'Amazon, Apple, Google ou encore Microsoft.
Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Revenons bien sûr sur ce chiffre qui marque encore les esprits 24 heures après, l'inflation américaine pour le mois d'août qui a été publiée hier et qui a provoqué cette onde de choc sur le marché. Julien Tisserand est avec nous, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Julien. Bonjour Grégoire. Oui, ça a été un choc. Alors, à la fois pour les forecasters, les prévisionnistes qui ont été pris à revers par la dynamique d'inflation observée au mois d'août aux États-Unis. C'est une chose, le métier de prévisionniste est un métier compliqué en ces temps incertains. Ça a été un choc également pour le marché. Si on revient sur le chiffre, là, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à relever et qu'est-ce qui a surpris effectivement dans cette dynamique de prix observée aux États-Unis le mois dernier ? Tout à fait. Si on revient sur le chiffre d'août par rapport au chiffre de juillet, en juillet, on a été surpris par la baisse plus rapide qu'attendue. Août, par une hausse plus rapide qu'attendue. Si on fait la moyenne des chiffres, on regarde beaucoup l'inflation mois par mois et non pas en annualisé, qui peut avoir des effets de base. Et en fait, si on regarde mois par mois, on est sur un rythme d'environ 0,5% de progression, si on lise sur les 3 derniers mois. Donc, il n'y a pas forcément une forte réaccélération, c'est juste que le marché s'attendait à ce pivot éventuel de la Fed, d'un plateau sur l'inflation, et notamment sur l'inflation... non pas l'inflation cœur, mais les autres éléments d'inflation, avec la composante énergie qui devait baisser fortement, notamment parce que les prix du pétrole ont baissé de 30% depuis les mois de mai-juin. Les prix à la pompe aux États-Unis ont également baissé de manière similaire. Et ça, on devrait avoir cet impact qui va se lisser dans le temps, qui était moindre hier qu'attendu, mais qui devrait quand même arriver dans les mois à venir. Donc ça, c'est une première chose, c'est ce moindre impact de l'énergie ou de la baisse de l'énergie dans le chiffre. Et le plus gros impact, la plus grosse surprise a été tout ce qui est de l'inflation cœur, où on attendait au moins une stabilisation. Là, elle réaccélère en rythme mensuel. Et dans cette inflation cœur, ce qui compte beaucoup aux États-Unis, ce qu'on n'a pas en Europe dans la composition de l'inflation, c'est les composantes qui sont liées au prix de l'immobilier, tout ce qui est composante de loyer imputé, qui représente à peu près 30% du panier d'inflation. Et ces composantes ont un effet de latence très fort. On a eu un fort rebond du marché immobilier en 2020-2021 aux États-Unis. Et les prix des loyers n'ont suivi qu'un peu plus tardivement. Et ils restent toujours très très élevés. Et on a même connu une réaccélération de ces prix de l'immobilier avec un rythme mensuel qui est passé de 0,6% à 0,7%. Ce qui est le plus élevé depuis la crise du Covid. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça qui a vraiment surpris. Cette composante, néanmoins, elle devrait se stabiliser. Je dis bien, c'est elle une devrait... question d'inertie. Exactement. C'est ça, tout à fait. Plus que plus que d'erreur d'analyse en tant que telle. Non, tout à fait. C'est une question d'inertie et de difficulté à prévoir le temps de latence qui est pris entre les premiers signes de ralentissement du marché immobilier et après l'impact sur les loyers. On a des mesures d'instituts de sondage ou aux États-Unis d'entreprises qui travaillent dans le secteur où elles notent depuis quand même juin, juillet, même août, un ralentissement des nouveaux loyers qui sont proposés aux locataires. Et donc, on a par exemple un indice qui s'appelle Zillow, qui a en composante annualisée, on est passé de 18% de hausse de loyer à 13%. D'accord. Donc, on voit ce ralentissement, c'est juste le temps que ça va prendre à se matérialiser dans le CPI, dans le chiffre américain. Tel qu'il est composé aujourd'hui. Et tout ça apporte une mauvaise surprise, effectivement, au marché. En plus des composantes, je dirais, donc la composante inflation, et il y a la composante emploi, qui finalement reste très résiliente. On l'avait vu il y a quelques semaines avec les chiffres d'ouverture des positions, ouvertures de postes qui avaient rebondi. Et donc tout ça complexifie encore le travail de la Fed. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction de marché qui a suivi ? Alors sur les actions, c'est ce qu'on voit le plus vite d'une certaine manière, mais c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé du point de vue du marché obligataire, des anticipations de marché vis-à-vis de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine telle qu'on la connaît. Qu'est-ce que ça implique, en tout cas, dans ce que le marché anticipe aujourd'hui, Gilles ? Tout à fait. Alors, le consensus de marché était pour une hausse quand même de 75 points de base à cette réunion monétaire de septembre, et plutôt un rythme de descente après 50 et peut-être 25 ou encore 50 en fin d'année. Et là, clairement, on a plutôt eu tendance à réévaluer à la hausse. On est même un petit peu plus haut que 75 points de base, comme on l'a évoqué, avec potentiellement 100 points de base. Nous, chez Edram, ça nous paraît improbable qu'à ce stade du cycle,
on n'est quand même pas sur une réaccélération forte de l'inflation. On pense qu'ils vont plutôt avoir tendance à garder le même rythme, 75 points de base, qui sont déjà des grosses hausses de taux, pour voir cet effet que ça va avoir sur l'économie réelle. On sait qu'il y a un effet de latence également là-dessus, sur ces hausses de taux, donc 75 points de base. Et le marché maintenant évalue aussi 75 points de base environ début novembre, et après une trentaine de points de base pour la suite. D'accord. Donc on a vraiment ce front-loading, comme on dit, qui continue et qui vient bouleverser les attentes. Est-ce que le marché remet en cause également le point terminal, le taux d'arrivée de ce cycle de resserrement monétaire engagé par la Fed cette année? Tout à fait. On le voit réviser à la hausse, ce taux terminal, depuis les chiffres qui ont été publiés en août et puis début septembre, notamment sur les indices manufacturiers, ISM, qui ont été meilleurs qu'attendus, à grande surprise des investisseurs qui s'attendaient à un ralentissement, les nouvelles commandes qui ont rebondi. Et donc ça apporte de l'espoir qu'il y a un chemin pour un atterrissage en douceur de l'économie, qui a fait que le taux terminal a été remonté, et avec ce chiffre d'inflation, il est encore plus remonté. Aujourd'hui, on est autour de 4,4%. On pense qu'on peut aller voir 4,5, 4,75 d'ici la fin de l'année, avec une continuité de ce marché du travail qui se tient encore très bien. Et ce serait compatible avec un scénario de soft landing? Il faudra qu'on définisse à un moment peut-être le soft landing, ce qui fait la différence entre un soft et un hard landing. Mais ça coïncide toujours avec une probabilité, une possibilité de soft landing? La probabilité a diminué légèrement, elle était remontée. C'est très difficile à dire, je ne vais pas vous le cacher. On voit malgré tout que certaines composantes de l'inflation, comme je mentionnais, ont tourné et continuent à baisser. Tout ce qui est l'inflation des biens durables a beaucoup baissé et continue de baisser. On le voit dans les indices avancés que les problèmes de fourniture de matériel, de temps de latence entre les prix ou les réceptions d'usines, de commandes d'usines aux consommateurs sont beaucoup plus raccourcis. Et donc, il y a un effet qui commence à se faire sentir et qui, lui aussi, a un effet de latence, pour le coup, et devrait quand même faire rebaisser l'inflation. Nous, on pense qu'elle peut rebaisser autour de 6,5% dans les 3-4 mois qui viennent, mais qui reste un rythme très élevé, et trop élevé pour la Fed. Oui, inacceptable pour une banque centrale. Et donc, ce scénario de soft landing, il est plus compliqué à voir. Il reste compliqué à voir, c'est vrai. La Fed est la banque centrale qui guide d'une certaine manière les autres banques centrales. En tout cas, il y a évidemment une corrélation. Si la Fed se doit d'être plus agressive pour plus longtemps peut-être que ce qu'on imaginait jusqu'à hier 14h30, qu'est-ce que ça peut impliquer pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, Julien? Alors, la Banque Centrale Européenne, une conception du marché est que la Banque Centrale Européenne, à cause des soucis qu'on peut avoir de transmission monétaire, notamment vis-à-vis des pays de la périphérie, du contrôle des spreads périphériques, il y a cette conception dans le marché que la Banque Centrale Européenne va avoir un travail très très compliqué et qui se complexifie avec ce problème de transmission monétaire et d'ajustement diffus et à peu près homogène. Néanmoins, elle doit quand même continuer à remonter ses taux. Elle ne peut s'empêcher, la Banque centrale, dans ses communications. Alors, il y a clairement deux camps qui s'établissent. On a un camp vraiment des faucons, avec Isabelle Schnabel qui lead maintenant le comité, beaucoup plus que Philippe Lane. Philippe Lane, très important, chef économiste, il y a encore peut-être 6 mois à 1 an. Mais aujourd'hui, clairement, Isabelle Schnabel a pris le leadership, beaucoup plus vocale sur les hausses de taux. Et Madame Lagarde, qui veut apporter un consensus, suit beaucoup plus cette vue-là. Donc on a eu ces 75 points de base. Néanmoins, dans la communication de la BCE, on ne peut s'empêcher d'amoindrir les attentes de marché post-réunion monétaire pour ne pas créer un krach obligataire en Europe. Mais on est en raison d'attendre qu'on aura de nouveau probablement encore 75 points de base parce que l'inflation reste trop haute, elle va continuer à augmenter. On est autour de 10%, peut-être 11% d'ici la fin de l'année en zone euro. Malgré la rebaisse des prix du gaz, il y a quand même eu des fortes montées de prix d'électricité et de gaz il y a encore un mois. Ouais, c'est embarqué, et ça va continuer à filtrer dans l'économie, et notamment l'inflation cœur, qui est attendue à 4,7, 4,8 fin d'année, et qui va continuer à monter. Et qui, elle aussi, se diffuse. Les composantes
monte de plus bien en sûr. plus. Et c'est à tel point inacceptable pour la Banque Centrale Européenne, contrôlée aujourd'hui par les faucons, que les hausses de taux ne sont pas suffisantes. Il va falloir réduire le bilan. Cette discussion, évidemment, on pouvait l'imaginer. Elle arrive peut-être un peu plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer, puisque selon les informations des journalistes bien informés, de Reuters ou de Bloomberg, la discussion officiellement, en tout cas sur le QT, la réduction du bilan de la BCE, devrait commencer courant octobre. Alors, en tout cas, discuter en octobre, probablement pour être acté un peu plus tard, peut-être en décembre. Mais c'est sûr, c'était une discussion à laquelle on pouvait s'attendre logiquement, dans la suite logique du resserrement monétaire, mais elle arrive beaucoup plus tôt. Ouais. Et surtout, elle arrive après une hausse qui est quand même très importante, 75 BP, et dans la foulée, des communiqués qui nous annoncent qu'on va discuter le réinvestissement, les réinvestissements des achats qui ont été faits sous les programmes de QI de la BCE. C'est la suite logique. La BCE, de quoi on va discuter là ? On va discuter probablement des réinvestissements de l'APP, donc, ou du PSPP, plus que du PEP. Donc le PEP qui a cette flexibilité pour acheter ponctuellement plus d'obligations périphériques, donc qui va quand même permettre de contrôler l'écartement s'il y a une réaction de marché forte de ces spreads périphériques. Donc la BCE va probablement vouloir garder cet instrument-là sous le coude et se focaliser sur les réinvestissements plus du programme classique qui vont être de l'ordre de 250 milliards en 2023. Et elle va nous expliquer, en tout cas, combien ne vont pas être réinvestis. C'est ça. Est-ce que ça va être 50%, 75%, 100% ? Et on va voir la communication qui va être faite autour de ça. Ce qui est sûr de notre point de vue, c'est que ça reste plutôt négatif pour les actifs souverains non-core européens, de point de vue de spread de crédit en tout cas. Bien sûr, c'est le grand dilemme de la Banque Centrale Européenne. Plus elle est agressive dans sa normalisation, plus le risque de fragmentation augmente. Il y a des outils pour piloter ce risque de fragmentation. Voilà, jusqu'à ce que quelque chose craque peut-être à un moment dans le marché ou dans l'économie. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous donc, dans le sillage de ce chiffre d'inflation aux États-Unis. On va continuer de s'intéresser à la situation du marché américain. Julien Tisserand, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Continuons de parler de la situation américaine avec Thierry Gill, je le disais, président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Sur cette idée de soft landing, qui était une idée qui regagnait en traction jusqu'à hier 14h30, effectivement. Est-ce que c'est une idée qui est morte et enterrée pour vous aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore un chemin possible vers un atterrissage en douceur de l'économie américaine ? Ça s'éloigne, comme disait Julien à l'instant. Je crois que très clairement, le chiffre d'hier est venu un petit peu rebattre les cartes. Mais là où on rejoint un petit peu l'analyse qui vient d'être faite, c'est qu'on a plus le sentiment qu'il faut mettre ça un petit peu en perspective. Le chiffre d'hier est probablement, je dirais pas un peu une métastase sur l'approche de l'inflation, mais il faut remettre les choses un petit peu dans la durée. Et on pense malgré tout, en tout cas chez Raymond James, que le pire de l'inflation aux États-Unis est plutôt derrière nous. Voilà. Il y a encore quelques mois, souvenez-vous, quand on regardait l'inflation, les gens regardaient le corps et nous on disait non, il faut regarder les chiffres dans la globalité, prenant en compte l'alimentaire, l'énergie ou autre. Et on ne peut pas tout d'un coup changer son fusil d'épaule aujourd'hui en disant on fait fi de la partie énergétique qui s'est plutôt bien comportée. Les prix ont baissé, comme on l'a dit à l'instant, alors que sur l'aspect corps, le chiffre n'était très clairement pas attendu. Moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est dans l'ampleur de la baisse d'hier, c'est que ça n'a pas embarqué les marchés européens dans la même amplitude de baisse. En général, lorsqu'on creuse au plus bas, et New York a fini au plus bas hier, que ce soit sur le SPI ou sur le Nasdaq, les marchés européens ont plutôt bien réagi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'idée d'un pivot de la Réserve fédérale américaine, alors évidemment qu'elle est légitime. La question, c'est la question du timing. À quel moment est-ce que la problématique de croissance redeviendra prépondérante ou en tout cas deviendra importante, suffisamment importante pour que la Fed peut-être adoucisse un petit peu le rythme de son resserrement monétaire. Comment vous voyez évoluer justement là, cette économie américaine, encore très résiliente, on l'a vu sur les créations d'emplois, sur la consommation, même sur les perspectives manufacturières, il y a encore quelque chose de très fort dans cette économie américaine. Thierry. Alors, c'est difficile, très clairement. Il ne faut pas s'attendre de pivot pour cette année. On verra si on a une ouverture en début d'année prochaine.
Le point de 4,3 ou 4,4% qui pourrait être un petit peu le pic atteint, c'est un petit peu ce que tout le monde a un petit peu en tête. Mais de la part de la Fed, il n'y aura pas de pivot avant. Très clairement, il y a une volonté de réussir à faire baisser cette inflation corps, en tout cas. Même si chez nous, on a une approche plutôt assez constructive, parce que au-delà des phénomènes liés aux matières premières, ou bien qu'elles soient alimentaires ou que ce soit énergétique, nous, ce qui nous importe, c'est beaucoup la partie salariale, la partie salaire. Et c'est ce sur quoi notre stratégiste qui était présent à Paris a beaucoup insisté, d'où sa comparaison qui peut être un petit peu assez troublante, de comparer la période actuelle plus à ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà évoqué il y a un certain nombre de mois avec vous, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On pense qu'on est plus dans la seconde partie des années 40 que nous ne sommes dans les années 70. Voilà, avec finalement une normalisation qui va prendre du temps, mais qui a l'air pour nous réellement enclenchée. Ben, regardons, parce que vous êtes venu avec un des graphiques présentés par votre stratégiste américain. Pour comprendre où va l'économie américaine, il faut essayer de comprendre alors, ce qui se passe sur le marché du travail, avec la sécurité de l'emploi aujourd'hui qu'apporte l'économie américaine aux salariés américains, et ce qui se passe du côté du consommateur américain, qu'il soit salarié ou non, d'ailleurs. Quels sont les enseignements alors, de la période post-World War II, qui est votre période de référence, justement, Thierry? Si vous regardez, c'est marqué en bas, si vous voulez, les chiffres de la Federal Reserve de Saint-Louis. On a regardé un petit peu la configuration de l'épargne des Américains sur des durées très longues. Je crois qu'il a cité le chiffre de presque 80 ans. Ça, c'est le taux d'épargne, hein, c'est ça? Ouais, c'est l'épargne qu'on accumule par rapport à ses revenus. Et on voit le pic, d'ailleurs, effectivement, de la période Covid avec les effets chèques. La ligne pointillée que vous voyez en bas représente à peu près le taux d'épargne qui se situe en général sur un niveau de 7,5. Quand vous regardez l'évolution sur une grande durée, vous avez deux grandes périodes durant lesquelles, en fait, l'épargne a gonflé énormément. Seconde Guerre mondiale et ce qu'on vient de vivre sous les époques Covid. C'est assez étonnant, car c'est assez stable, en fait, l'épargne des gens. Et donc, c'est pour ça qu'il est parti de cette comparaison, est allé voir la différence. Et en fait, la similitude tient du fait qu'à l'époque, c'est une guerre, là, c'est le Covid, ça y ressemble étrangement. Ouais, un bouleversement structurel. On a tout fermé et à un moment donné, tout se réouvre. Donc quand vous avez ce genre de phénomène qu'on a eu l'occasion d'évoquer, vous créez du fait des injonctions de la Fed, des autorités monétaires, une bulle d'actifs. Et donc ces excès de bulles qu'on a vécu récemment entre 2020 et 2021, sur toutes les classes d'actifs, c'était pas normal que les obliges montent autant que l'equity, tout a monté, l'art, le bitcoin, etc. Il y a un moment donné, cette bulle explose. C'est ce qu'on vit sur les marchés financiers depuis quelques temps. Tous les actifs, le marché obligataire a baissé également. Et cet éclatement, cette déflation en fait que l'on a de certains actifs va se traduire par de l'inflation sur les services et sur les biens. Et sur les biens en premier lieu. Et on sait tous que la période pendant laquelle on a évolué sous Covid, les gens se sont beaucoup tournés vers les goods, vers les biens en quelque sorte, parce que les services, vous ne pouviez pas en avoir, vous ne pouviez pas sortir, vous ne pouviez pas voyager, etc. Et c'est ce qu'on vit maintenant. C'était l'argument de l'inflation transitoire, je le rappelle au passage. Ce n'est pas un argument qui était totalement délirant. On voit aujourd'hui quand même une partie de ces prix qui rebaissent, et c'est normal. Oui. Alors ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que la dernière partie que vous voyez bleue, elle est en fait sous la ligne pointillée. On voit bien que le taux d'épargne américain qui est situé à 7,5, les gens ont je dirais, pour parler un peu vulgairement, taper dans leur épargne. Et on est actuellement sur un niveau qui est largement en dessous. Vous allez être confronté dans les semaines et les mois qui viennent à des choses assez importantes. Entre autres, il n'y aura plus d'aide au niveau des étudiants, même si, dans le cadre du programme qu'a voté Biden, on va abandonner. Et ce n'est pas forcément bien vu politiquement aux États-Unis, c'est clair. Mais ça peut être inflationniste. Mais le consommateur américain va devoir revoir son logiciel de pensée. Et c'est assez normal parce qu'en fait, après cette période où on était un peu restreint, et regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, les gens ont beaucoup dépensé, beaucoup voyagé, ils sont allés au restaurant, acceptant parfois des hausses de prix très sensibles, que ce soit en France ou aux États-Unis. Les tarifs parfois c'était des croissances à deux chiffres. Les gens d'en avaient cure, ont beaucoup dépensé. Là, il va y avoir un effet, je dirais, de retour, ce qui porte en soi les germes d'une décélération de l'inflation. Voilà. Vous dire après, essayer de voir dans le mar de café, est-ce que c'est dans un mois ou un mois et demi, on pense qu'on est sur ce train, en tout cas. Bon, et il y a ces effets d'inertie qu'on a décrits avec Julien, avec vous aussi, Thierry,
qui sont alors pour le coup très compliqués à mesurer. Et on touche à la psychologie du consommateur, des salariés également. Donc bon, ce sont des phénomènes qui prennent du temps effectivement avant de se matérialiser. Comment est-ce que tout ça se traduit en matière d'investissement? Alors il y a cette petite journée noire hier quand même, un petit choc de marché qu'on n'avait pas vu de cette ampleur depuis juin 2020 pour les actions américaines. C'est le Nasdaq qui a pris le plus gros de la baisse hier. On est toutefois avec des indices américains qui sont encore au-dessus des points bas du mois de juin. Peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. Je ne sais pas si ces points bas sont quelque chose de solide dans l'esprit de votre stratégiste, Thierry. Et il y a toujours quelque chose à faire en matière d'investissement. Oui. La question, c'est quoi? Oui, on peut toujours faire trois choses. On peut ne rien faire, on peut acheter ou on peut chercher à vendre. Les 3666 qu'on a touchés au mois de juin dernier, chez nous en tout cas, on pense qu'on ne les reverra pas. Voilà. Ça, c'est. Alors après, rien n'est écrit dans le marbre et on va essayer de l'expliquer. On part du principe que les marchés, en fait, généralement établissent un point bas quand les analystes réalisent leur révision de résultats. C'est un peu ce qui nous manque depuis un bout de temps et on est en train de le faire. Chez nous, alors si on regarde les profits, on parle des profits du S&P 500. Sur 2023, 2022, on s'en moque un peu, l'année est quasiment terminée. Donc tout le monde a les yeux rivés sur 23. Le consensus est trop élevé. FactSet aujourd'hui, le consensus de mes confrères, la moyenne tourne à peu près sur des niveaux de 241, 242 $. C'est beaucoup trop élevé. Nous, on est depuis fin juin sur des niveaux de 215 $. Ça donne quel type de progression? Parce que en dollars, c'est la baisse par rapport à 2022. Pour vous donner les chiffres, 2022, le consensus, c'est 222. Nous, on est à 220. Okay. Donc, c'est une légère baisse de 3-4% sur l'année calendaire. La question, c'est l'année prochaine. Et nous, on revoit une baisse des profits. Certaines personnes nous disent donc vous êtes très négatif. Je dis non, parce que le bon côté, c'est que s'il se passe ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'on arrive à juguler l'inflation, la bourse est un phénomène dynamique, pas statique, vous allez avoir une bonne nouvelle, c'est que les taux, vous allez avoir une revalorisation de PE. Quand vous regardez le marché américain sur 2022, la première partie de l'année, c'est un de-rating du marché. Les profits n'étaient pas mauvais. Non. La clé maintenant, elle appartient au dénominateur, aux earnings, dans le ratio du PE. Et là, le travail doit être fait. Un certain nombre l'ont fait, tout le monde ne l'a pas fait. Ça va être fait quand? On est en train de le faire. Quel timing? Alors, dans stratégie, ça a remarqué quelque chose d'assez drôle hier, c'est que vous preniez... Quand les analystes ont établi le point bas dans la prévision de profit, après le crack du Nasdaq, c'était en mars 2001. Quand vous le prenez en 2009, après la Great Financial Crisis, la crise de subprime, c'est mars 2009. Alors, je ne dis pas que ça va forcément se répéter, mais si quelque part on devait lire un petit peu dans une boule de cristal, on devrait avoir des analystes qui fassent le job dans les semaines et les mois qui viennent, un marché qui pourrait toucher son point bas pratiquement de manière concomitante avec l'apparition des signes d'une récession constituée plus ou moins entre Q1 et Q2, et je ne rentre pas dans le débat si elle sera forte ou pas, la réalité c'est que je pense que personne ne le sait vraiment. Et c'est là où on pourrait trouver... Alors, est-ce qu'on va aller plus bas que le niveau de juin ? Pas nécessairement, mais ce qu'on appelle l'absolute bottom, c'est-à-dire le point qui serait le départ d'un mouvement de hausse, on les verrait bien de manière durable plutôt en début d'année prochaine. Alors, est-ce qu'on fait rien entre-temps pour répondre à votre question rapidement? La réponse est non, d'où le tableau que vous avez sous les yeux. Le travail qui a été fait consistait à segmenter le marché en 9 sous-secteurs. Vous avez, au-delà de la ligne horizontale noire, 3 grands indices qui sont au-dessus de la moyenne mobile. En fait, on prend les PE de marché et qui sont, je dirais, quelque part encore un peu cher, même si vous êtes sur un peu en dessous de 18 sur le PE du SPI. Et donc, ce n'est pas là où on irait chercher de la performance. Il y a un décalage qui est rarement vu en bourse, en général, entre les large cap et les mid cap aux US. Vous avez un écart de PE de 1 à 2 points. Et ce qui n'est pas normal, c'est la valorisation des mid cap américaines qui est très basse. Ouais. Vous dites là, il y a une question de taille. C'est même plus une question de style, value, growth, c'est sur la taille que ça se joue. Exactement. Il y a le côté blue chip rassurant et quelque chose qu'on ne veut pas croire du côté des petites et moyennes capitalisations américaines. Il y a 18 mois, je vous disais, il fallait mieux être value que croissance. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la segmentation, c'est pas en termes de style, c'est en termes de taille. Et d'autant plus, quand vous pensez cet univers mid ou small, vous êtes sur un univers pur US. Or, la zone américaine devrait mieux tirer son épingle du jeu que toute autre zone. Et surtout, vous n'êtes pas pénalisé par l'impact dollar. Merci beaucoup, messieurs. Merci Thierry Gill, président de Raymond James Euro Equities, et Julien Tisserand, je le rappelle, Edmond Rothschild Asset Management, qui étaient nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse, en direct sur Bismart. On se retrouve à 17h ce soir pour une nouvelle émission.